Bonjour, bon après-midi. Nous reprenons donc notre série de leçons sur les Tanzimat. Cette fois-ci, je commence avec une illustration qui donne le ton, puisque je vais me concentrer, en parlant de modernité, de progrès et de civilisation, je vais me concentrer sur une institution, mais un phénomène particulier, celui de l'archéologie et du musée impérial. Pour une raison bien simple, je travaille dessus. C'est un des sujets qui me tiennent à cœur depuis quelque temps, et c'est un peu la logique de la manière dont j'essaye de présenter les choses, encore une fois en faisant la part entre un récit plus général, les grandes lignes de ce qui se passe pendant une certaine période, et puis des cas plus particuliers pour illustrer la manière dont le système marche ou ne marche pas. Souvent, d'ailleurs, c'est là qu'est le problème, et je pense que c'est ce qui est intéressant. Donc, plutôt que de vous énumérer, pourtant je le ferai quand même, mais plutôt que de vous énumérer toutes les innovations des Tanzimat, je voudrais donc me concentrer sur une institution en particulier, un phénomène en particulier, d'autant plus que c'est un phénomène qui réside au cœur de la logique de mon cours, puisque je parle de l'Empire ottoman et de la Turquie face à l'Occident. Justement, l'archéologie, les fouilles, le musée, les objets, les antiquités font partie d'un des phénomènes les plus intéressants de ce face-à-face entre l'Occident, on parle de l'Europe occidentale, et l'Empire ottoman. Donc, d'une pierre deux coups, je parle de quelque chose que je connais, je ne dirais pas à fond, puisque malgré le fait que ça fait des années que je travaille dessus, je découvre tous les jours des nouveautés qui me surprennent et qui m'amènent à réfléchir et parfois à corriger mon opinion sur le sujet. Donc, d'une part, un degré de familiarité qui m'est pratique, et d'autre part, le fait de se retrouver justement au milieu, en plein milieu, une sorte de situation pivotale, charnière, entre l'Empire ottoman et l'Occident, par le biais de quelque chose qui est foncièrement culturel, très idéologique, politique, et par conséquent permet d'illustrer la complexité de ces rapports. Avant cela, un petit rappel, d'abord parce que j'ai adoré mon schéma. J'ai adoré mon schéma, vous savez ce qu'on dit, quand on est obligé de parler longtemps de quelque chose lorsqu'on ne connaît pas le sujet bien. Donc la concision est un défi, la concision est la manière dont on peut tester un peu la capacité que l'on a ou pas à arriver à des conclusions, à arriver à parler de quelque chose en connaissance de cause sans se perdre dans les dédales de description et de discussion sans fin. Et c'est un peu comme ça que j'ai conçu ce schéma, ce diagramme, pour m'obliger en quelque sorte à résumer en une page ce qui me paraissait essentiel dans les Tanzimat. Les Tanzimat dans le sens du décret de 1839. Donc c'est l'instant même et bien sûr sa préhistoire ou son archéologie, si vous voulez, ce qui y a mené. Et je ne reviendrai pas sur cette discussion. En gros, ce que je soulignerai, c'est que mon choix s'est porté sur un facteur ou une série de facteurs particuliers comme étant directement liés à la naissance, à la genèse de ce décret. Ce sont ceux qui sont en rouge et en grasse, c'est-à-dire tout ce qui passe par l'Angleterre, la situation géopolitique du moment, et notamment la crise égyptienne, et comme intermédiaire, en quelque sorte, comme intermédiaire architecte
droguement, pour utiliser un terme ottoman, de ce phénomène, Mustapha Reşit Pacha. Et j'en étais arrivé à la conclusion qu'il y avait en fait en Mustapha Reşit Pacha deux points importants qui expliquaient la logique derrière les Tanzimat. L'un, c'est la réaction à l'Ancien Régime, c'est-à-dire le fait de penser que les réformes de Mahmoud avaient mal tourné, que les réformes de Mahmoud étaient trop superficielles et qu'elles étaient imposées par la violence et qu'une fois imposées, elles n'avaient en fait servi qu'à asseoir la tyrannie, le despotisme, l'autocratie de Mahmoud. Et par conséquent, qu'elle avait bloqué l'accès pour la plupart des membres de l'élite dirigeante, l'accès à la politique. Donc c'est un document qui est interne de ce point de vue, puisque c'est un désir de l'élite de prendre sa revanche ou de corriger les erreurs, les injustices auxquelles elle a été confrontée sous le règne de Mahmoud pendant les années 1820 et surtout les années 1830. C'est un phénomène interne. Seulement, la rhétorique et l'inspiration de ce mouvement, tout en ayant des références plus ou moins islamisantes, je ne reviendrai pas sur la théorie d'Abou Mané, mais en fait, le gros de la question se résume à l'influence britannique et à un certain pragmatisme du côté britannique, mais aussi du côté ottoman, pour essayer de régler cette question restée en suspens. Plus qu'en suspens, c'est une question qui menace de mener l'Empire à sa perte, celle de l'Égypte. L'Égypte de Mohamed Ali, qui est confrontée, grâce aux Tanzimat, à la double pression de cette réforme ottomane qui s'impose à lui, car il est encore vassal, même s'il combat les troupes ottomanes. Et d'ailleurs, le décret des Tanzimat sera lu au Caire, et Mohamed Ali devra, entre guillemets, s'incliner devant ce document. Même s'il n'en pense rien, il doit encore, parce qu'il n'a pas encore l'indépendance qu'il espère avoir, il doit se soumettre à la loi du sultan. Mais cette loi, elle amène énormément de points sur lesquels on sent bien qu'il y a une attaque directe contre le système égyptien. Notamment quand il s'agit, par exemple, de critiquer les monopoles et les fermes, le système égyptien, il carbure à coup de monopoles. Monopoles dirigés par l'État, très contrôlés, c'est l'instrument, en quelque sorte, du pouvoir de Mohamed Ali. Et par conséquent, les Anglais, en imposant aux Ottomans l'abolition des monopoles déjà en 1838, et ensuite des fermes en 1839, sont en train de porter un coup dur, mais indirect, à Mohamed Ali, puisque la législation ottomane vaut encore pour lui aussi. Deuxième point de friction, même si ce n'est pas dit ouvertement dans le texte, la conscription, puisque, encore une fois, Mohamed Ali est en train de bâtir son État sur une armée forte, une armée performante, une armée nouvelle, moderne, réglée, comme on disait à l'époque, et ce, à coup de conscription forcée d'une grande partie de la population. Et par conséquent, le fait de demander par les Tanzimat de réduire cette ponction humaine, cette ponction démographique qui sert à alimenter l'armée, on est en train de miner, en quelque sorte, la base même de l'armée et de la puissance de Mohamed Ali. Par conséquent, avant que d'arriver à une description des Tanzimat, des avantages, des inconvénients, des succès et des insuccès, des échecs des Tanzimat, je me permettrai simplement de vous rappeler comment la crise égyptienne, la question égyptienne, qui en fait est au cœur de la question d'Orient, est réglée. Je vous rappelle que
à la suite de la première campagne de Mohammed Ali, celui-ci était arrivé jusqu'à Kütahya, en Anatolie occidentale, à peu de distance d'Istanbul, et n'avait été stoppé que par la menace russe. Les Ottomans avaient dû s'en remettre à la protection de la Russie, puisque c'était la seule qui pouvait intervenir immédiatement, et ce, au prix, bien sûr, de concessions qui ont été faites par les Ottomans à la Russie, notamment le contrôle par les Russes des détroits, c'est-à-dire un passage d'un régime où l'on reconnaissait à l'Empire ottoman pleine liberté d'ouvrir ou de fermer aux navires de guerre les détroits, on passe à un régime où la Russie a son mot à dire, ce qui est excessivement important pour la Russie, encore une fois, à cause de cette obsession, ce désir de pouvoir s'ouvrir vers la Méditerranée, vers les mers chaudes. Donc, c'est un phénomène, c'est une clause secrète d'ailleurs, qui dérange énormément les Ottomans, bien sûr, mais ils n'ont pas le choix, mais l'Angleterre, puisque l'Angleterre y voit un risque de déstabiliser complètement ce qu'on appelle l'équilibre des puissances, avec la montée de la Russie en puissance dans l'Orient de l'Europe, et de devenir en fait une menace contre les autres puissances, et notamment contre l'Angleterre, puisque l'Angleterre est quand même très jalouse de sa présence en Méditerranée, et à travers l'isthme de Suez, le canal n'est pas encore là, bien sûr, ses contacts, ses rapports avec l'océan Indien, aussi bien par l'Égypte que par la Mésopotamie. Donc, une situation désespérée pour les Ottomans, mais une situation où ils ont l'avantage de pouvoir compter sur la bienveillance des grandes puissances qui se sentent menacées par cette montée en puissance des Russes. Et c'est pourquoi les Britanniques vont être les plus grands alliés, les plus grands défenseurs de la cause ottomane, puisque ce sont eux qui sont directement concernés par le risque russe. Et par conséquent, on voit ici, c'est une jolie image par David Roberts, le fameux peintre anglais qui a énormément peint l'Égypte, la Palestine pendant les années 1830-1840. Voici une représentation d'un entretien entre le pacha d'Égypte, donc le voici, Mohammed Ali, assis à la turque, n'est-ce pas, sur son divan, conversant avec une délégation britannique, avec bien sûr derrière la flotte britannique, conversant, essayant de trouver une solution à cette situation. Or, cette solution, elle est rendue difficile par des divisions au sein du camp occidental, et notamment division entre les Français et les Anglais. J'en veux pour preuve, j'illustre cela, je vous les avais brièvement montrés, je crois, lors de la deuxième séance, illustrés par l'histoire en médaille, en quelque sorte, de la question d'Orient. Voici une médaille frappée en France pour glorifier, pour célébrer Mohammed Ali. On le voit, il sait défendre avec noblesse l'honneur de son pays. Très français. Hein, je veux dire, on voit bien, on parle d'honneur, on parle de pays, on parle de nation. Il est lui-même appelé le régénérateur de l'Égypte. Je vous l'ai dit, pour l'Empire ottoman comme pour l'Égypte, pour l'Orient en général, la régénération est un peu le mot-clé, le mot magique, qui suppose que, bien sûr, avec l'aide et l'intervention de l'Occident, ces pays, ces régions, ces États en déliquescence, en dégénérescence, vont pouvoir, c'est leur dernière chance de survivre sans avoir à être colonisés. La régénération, c'est un terme qui reviendra énormément pendant ces années-là. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a là une vision, disons, sympathique de Mohammed Ali, même s'il y a une petite erreur pour les arabophones, et vous verrez que
la bataille de Nézib, cette bataille en Anatolie du Sud-Est, est appelée bataille de Nusaybin. Nusaybin, ça n'est pas la même chose. Il y a une ville qui s'appelle Nusaybin encore aujourd'hui. Ce n'est pas Nézib. Donc les Français avaient quelques problèmes à définir correctement la géographie de ces pays exotiques où des orientaux se battaient entre eux. Mais toujours est-il qu'il est l'épée de Dieu. Il y a une expression en arabe que je ne lirai pas, je vous l'ai toujours dit en tant que bon ottoman ou bon ottomaniste, je ne parle pas l'arabe, mais en revanche, je vois assez de ce vocabulaire pour vous dire qu'il s'agit d'une prière pour que Dieu le protège. Mohamed Ali, n'est-ce pas, la gloire de l'islam, que Dieu protège avec son glaive, avec son épée, Mohamed Ali, la gloire de l'islam, et qu'il protège aussi Melekuhu, son pays, son domaine, son royaume. Donc c'est vraiment un message très pro-égyptien. Et vous avez l'alternative britannique, une autre médaille contemporaine qui, elle, donne un discours qui n'est pas forcément antipathique, pas forcément un discours d'antagonisme, mais un discours qui est quand même braqué, axé sur une vision beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus anglaise de la chose, puisqu'il est célébré, il est salué comme étant l'ami des sciences, du commerce et de l'ordre, qui a protégé les sujets et les propriétés des pays ennemis et a laissé ouvert les voies de communication avec l'Inde. Donc c'est un programme bien anglais. On reconnaît ici la valeur d'un gouverneur local qui a su quand même se plier au minimum de ce qui était requis par les Anglais pour le maintien de l'ordre selon leurs critères. Donc deux visions extrêmement différentes. Et d'ailleurs, dans les années 1840-41, la France et l'Angleterre seront dans des camps opposés en ce qui concerne la solution de la question d'Orient. Pour vous en donner un peu les grandes lignes, la solution, elle commence en juillet 1840 lorsque une convention se réunit à Londres où Mohamed Ali est invité à se plier aux conditions suivantes. On lui reconnaît son droit héréditaire à diriger en tant que gouverneur l'Égypte, on lui accorde le contrôle du Soudan, qui est en partie déjà ottoman, mais en revanche, on lui demande de lâcher prise sur la Syrie, la Palestine, la Crète et les régions de l'Anatolie, notamment la Cilicie autour d'Adana, qu'il tenait encore. Et c'est une sorte d'ultimatum auquel Mohamed Ali ne se plie pas. La France, sous Thiers, c'est le cabinet de Thiers à cette époque-là, soutient Mohamed Ali et par conséquent ne donne pas son soutien au désir des grandes puissances. Et quand je dis grandes puissances, je parle de l'Angleterre, de la Prusse, de l'Autriche et de la Russie. Mais la France va se retrouver esselée dans cette opposition et elle va finir par devoir se réfugier dans une sorte de neutralité et éviter par conséquent d'entrer en conflit ouvert avec les autres puissances. Et la seconde phase de ce processus s'ouvre en septembre 1840, lorsque Mohamed Ali, n'ayant pas répondu de manière positive à l'ultimatum des grandes puissances, est attaqué par une flotte alliée, surtout britannique, quelques navires autrichiens et quelques navires ottomans, qui vont l'attaquer en Palestine. Et le but est essentiellement de couper en deux son nouvel État
c'est-à-dire de séparer ses possessions syriennes de sa base égyptienne. Quelques dates, le 26 septembre, Sidon, Saïda en arabe, cette ville du sud Liban aujourd'hui, est bombardée par cette flotte. Beyrouth est évacuée par les forces de Mohamed Ali le 3 octobre, et le 3 novembre, c'est la célèbre bataille ou le bombardement de Saint-Jean d'Acre, Akka en arabe et en turc, cette ancienne base des croisés, célèbre pour sa forteresse, qui sera bombardée par cette flotte alliée. Petit détail intéressant, c'est une des premières fois où l'on voit en Méditerranée un bateau à vapeur participer à une expédition militaire, et c'est la fin, en quelque sorte, de la suprématie de Mohamed Ali dans cette région. Il est en effet coupé, Ibrahim Pacha, son fils, est coupé de ses communications avec l'Égypte. Il doit donc se replier dans des conditions extrêmement difficiles, et la flotte britannique va jusqu'à mettre le siège d'Alexandrie, c'est-à-dire venir menacer Mohamed Ali chez lui. Et le 21 novembre, donc, le siège d'Alexandrie force Mohamed Ali à capituler. Il capitule, c'est-à-dire qu'il accepte en gros les conditions qui lui avaient été proposées en juillet. Il accepte donc l'hérédité pour sa gouvernance de l'Égypte. Il conserve le Soudan, mais il lâche ses autres possessions, donnant à l'Empire ottoman finalement la possibilité de souffler. La crise est vraiment résolue l'année suivante, en 1941, lorsque, encore une fois, une convention à Londres, en juillet, permet de rectifier, entre guillemets, les erreurs du traité de 1833, par lequel les Ottomans avaient donné le contrôle des détroits aux Russes. Les Russes, forcés par la coalition des grandes puissances, et cette fois-ci la France est de la partie, va devoir accepter de résilier en quelque sorte les termes de ce traité de Hünkar-İskelesi en 1833, imposé aux Ottomans, et par conséquent les Ottomans reprennent contrôle de leur détroit, ce qui en gros dans ces conditions-là veut dire que les Anglais indirectement et les grandes puissances reprennent contrôle sur quelque chose qui avait failli tomber en des mains russes. Voilà. Acre, bien sûr, c'est une grande victoire pour les Ottomans, du moins c'est ce qu'ils font entendre, puisqu'ils battent une médaille, la médaille d'Acre. Vous voyez une représentation un peu simpliste de la citadelle, Berietu Sham ve Kaleye Akka, donc littéralement le désert de Syrie et la forteresse ou la citadelle d'Acre. Commémorant donc cet acte de bravoure auquel il n'avait pas vraiment participé, puisque c'était les Anglais qui menaient la partie, mais c'est dire à quel point les Ottomans se sentent soulagés d'avoir pu damer le pion à Mohamed Ali et sauver la mise face à un danger qui était vraiment imminent, extrêmement pressant. Donc, c'est à partir de ce moment-là que l'Empire ottoman aura un peu plus d'autonomie, un peu plus de possibilités en termes de sa politique internationale, puisqu'elle est délestée jusqu'à un certain point de la pression russe et surtout du risque égyptien. Et par conséquent, à partir de 1840, les Tanzimat vont se mettre en place, ou du moins vont essayer de se mettre en place. Et pour cela, puisque nous sommes dans les médailles et que vous connaissez ma passion des médailles, je vous avais déjà annoncé la venue de celle-ci. Je vous avais dit qu'elle était belle comme un camion et qu'elle en avait les dimensions aussi, puisqu'elle fait à peu près 10 à 12 cm de diamètre, c'est énorme.
C'est une médaille monumentale, tardive. Elle porte la date de 1850 et en fait, elle a été émise en 1851. Et elle n'est pas vraiment officielle, elle est officieuse dans le sens où c'est la production d'un entrepreneur graveur de Bruxelles, un Belge du nom de Jean-Joseph Hart, ou Hart, était-il flamand, enfin la correspondance est en français, qui avait pris sur lui de se lancer dans une campagne de relations publiques, en quelque sorte, de l'Empire ottoman, en célébrant, en saluant les réformes qui avaient lieu. Et il a eu énormément de chance, puisque sa première proposition, celle-ci, a été acceptée d'abord par le chargé d'affaires ottoman à Bruxelles, un Belge lui aussi, M. Le Kerkhove, qui a transmis cette demande à la Sublime Porte, qui a accepté de financer la production de cette médaille. Et c'est ce qui a débuté, en quelque sorte, entamé la carrière de Hart, puisque pendant les années 50, et notamment à partir de 53, avec le début de la guerre de Crimée, il va pouvoir placer ainsi beaucoup de ses créations qui ont toutes en commun ce discours extrêmement positif et entièrement en français, c'est-à-dire un discours qui vise un public occidental, concernant l'Empire ottoman et sa régénération. Alors, ce qu'il y a d'intéressant sur cette médaille, notez bien qu'on l'appelle la médaille des Tanzimat, ou du Tanzimat, parce que, vous le verrez, lorsque je vous donne une illustration expliquée, une explication de texte, si vous voulez, de cette médaille, vous verrez qu'il y a là un document avec une plume là et un sceau qui est identifié comme le document des Tanzimat. Bon. C'est vraiment la pièce centrale, le document central, dans une iconographie qui est extrêmement lourde, très chargée, mais qui est assez parlante et qui en dit long, je crois, sur l'image que l'Empire voulait donner de lui-même, ou du moins l'image qu'un entrepreneur occidental pensait pouvait faire plaisir à l'Empire et qui avait été par la suite récupérée par l'Empire lui-même. Vous voyez que le milieu, le centre de la médaille est un amas d'objets, pour la plupart militaires, politiques, qui reflètent, qui sont une série de références aux gloires passées et présentes de l'Empire ottoman. On y voit le nom de Soliman inscrit sur un canon, on y voit le nom de Mahmoud sur une cuirasse, on voit Mahomet II, donc le conquérant de Constantinople, sur un étendard, on voit, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit Réchid, bien sûr, comme signataire du décret des Tanzimat, on voit Ali, qui est un des successeurs de Réchid et qui est au pouvoir, qui commence à devenir une des grandes figures des Tanzimat à partir des années 1850. Donc on a tout un programme iconographique qui parle en quelque sorte de la continuité dans la gloire de l'Empire ottoman à travers ces quelques acteurs que l'on imagine représenter la puissance ottomane. Seulement, il n'y a pas que de la gloire, du moins la gloire passée est problématique, puisqu'on parle, et ça c'est le titre de la médaille, de la régénération de l'empire d'Osman, Osman étant le père fondateur, par Abdülmecid, ce qui est une référence évidente au fait que si l'on parle de régénération, il faut qu'il y ait eu dégénérescence. Donc régénération, le fait de ressusciter un mort, est quelque chose qui revient et qui par conséquent sous-tend le texte éminemment glorieux de cette médaille. Quelles sont... Alors, vous avez des devises qui suivent le pourtour de la médaille.
justice égale pour tous, c'est plus ou moins les Tanzimat repris de manière très succincte. L'instruction répandue, nous le verrons, c'est quelque chose qui commence dans les années 1845-46. Jusqu'à quel point elle se répand vraiment, c'est justement le problème, mais en tout cas, ça fait partie de la programmation, si vous voulez, des Tanzimat. Protection aux faibles, ça c'est de la rhétorique typique, c'est le cercle de justice, c'est ce que l'on trouve toujours dans le discours politique ottoman. La dignité de l'empire relevé, là aussi, on reprend ce thème d'un empire qui est tombé bien bas et que l'on doit relever de cette situation indigne dans laquelle il s'est trouvé. Les droits de l'hospitalité maintenus, alors ça, nous sommes en 1850, c'est une référence directe à quelque chose de très récent. C'est en 1848-49, les révolutions de 1848 et de 1949 en Europe centrale, notamment en Hongrie, qui vont causer l'exil, l'exode de bon nombre de révolutionnaires vers l'Empire ottoman. C'est un phénomène très intéressant, nous y reviendrons peut-être, mais c'est quelque chose qui prouve que dans ces années-là, l'Empire ottoman est encore perçu comme une terre d'asile, une terre d'opportunité. Un peu comme l'Amérique, si vous voulez, au même moment. Et par conséquent, vous avez cet afflux de réfugiés politiques et militaires qui vont soit s'intégrer directement dans le système ottoman, vous avez beaucoup de généraux, beaucoup d'officiers dans l'armée ottomane qui sont d'origine hongroise, polonaise, parfois allemande aussi, et qui font partie de cette vague d'immigration et qui se sont, pour la forme, convertis à l'islam pour devenir des acteurs de la rénovation ottomane. Mais pour la plupart, ils vont devoir attendre pendant 2 ou 3 ans en Anatolie avant de pouvoir accéder à ce qui les intéressait vraiment, un exil vers des terres plus accueillantes ou du moins plus modernes, l'Angleterre, voire même les États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que pendant cette crise, alors que la Russie et l'Empire austro-hongrois qui était autrichien à l'époque, il n'était pas encore austro-hongrois, essayer de faire fléchir l'Empire ottoman afin que ces réfugiés leur soient rendus, a tenu bon et a résisté à la tentation ou à la menace et par conséquent a protégé jusqu'à la fin ces réfugiés. Donc cette référence-là, c'est une référence qui, en 1850, a énormément de sens, puisque c'est un phénomène politique qui, dans les milieux libéraux, a une valeur très élevée. Et enfin, les arts et la paix encouragés. Bon, là aussi, c'est un peu bateau, mais c'est vrai que, et nous le verrons avec l'archéologie, les Tanzimat ont vocation, ont l'ambition de servir certains secteurs qui, jusqu'ici, n'entraient pas dans les préoccupations de l'Empire. L'art, l'archéologie, la science, autant de points qui seront mis en exergue pendant les Tanzimat, mais avec un succès plus ou moins mitigé, nous en parlerons. Enfin, le revers que j'adore, puisque vous avez un symbolisme assez lourd, c'est pas très subtil, une forteresse, une sorte de petit mont Saint-Michel oriental, une forteresse avec une coupole et des minarets pour qu'on comprenne bien que c'est l'Orient, n'est-ce pas? C'est un peu ça l'orientalisme, on aime bien une iconographie un peu... Bon. Et entouré par des flots rugissants, une mer déchaînée, avec une devise qui est quand même assez inquiétante. L'Empire subsistera, Dieu le veut, c'est qu'on est vraiment inquiet. C'est-à-dire qu'il y a derrière toute cette glorification une reconnaissance implicite du fait que l'Empire est encore dans une situation bien précaire et que par conséquent, cette régénération, c'est en quelque sorte le dernier espoir pour cette petite forteresse isolée et battue par les flots
de survivre dans cette période extrêmement mouvementée. Donc, nous allons maintenant nous interroger sur les modalités des Tanzimat, sur ce qui a été fait, comment ça a été fait et jusqu'à quel point cela a été couronné de succès. Mais avant cela, un petit pas 30 ans plus tard, un petit pas dans le futur, 1880, c'est un passage, mais que je trouve très important, très intéressant, très parlant, des mémoires d'un prince ottoman sur lequel je travaille. Je suis en train de faire une édition critique et commentée des écrits. Donc il s'agit d'un journal intime, il s'agit de mémoires, etc., d'un jeune prince qui a été emprisonné ou du moins assigné à résidence en 1876 lorsque son père, Mourad V, a lui-même été déchu pour folie. En fait, il était alcoolique et manico-dépressif. Ce jeune prince, qui avait 16 ans à l'époque de la déchéance de son père, est resté enfermé dans un palais jusqu'à la mort de son père, donc jusqu'en 1904, 30 ans, ce qui lui a donné beaucoup de temps à s'essayer à une modernité qui l'intéressait énormément, celle d'écrire, de parler de lui-même, de parler de ce qu'il voyait autour de lui. Et c'est un document excessivement intéressant du simple fait que c'est un jeune homme qui est exceptionnel par sa naissance et par le contexte de son emprisonnement. C'est un prince, il vit où il est emprisonné dans un palais où il est entouré d'une centaine de femmes et un seul homme, son père. Il est fils unique, il a des sœurs, mais bon, donc c'est une situation de harem, si vous voulez, qui est exceptionnelle. Mais ce qu'il a de beaucoup plus intéressant, c'est qu'il est ordinaire. Il n'a pas eu d'éducation approfondie, et par conséquent, c'est un type qui s'est fait tout seul, qui s'est essayé à de la philosophie extrêmement basique, à des réflexions à partir d'une lecture assez approximative de quelques revues illustrées occidentales, etc., mais qui se trouve justement au cœur de cette interrogation de l'ottoman moyen. Par moyen, je veux dire d'une instruction plus ou moins acceptable, mais sans être un intellectuel, et cette interrogation autour de où allons-nous, où sommes-nous, en Orient, en Occident, la modernité, l'islam, l'Europe, l'influence de l'Europe, comment... Et tout ça, bien sûr, sous l'influence de l'autocratie la plus puissante que l'Empire ait connue, en tout cas depuis Mahmoud, celle d'Abdulhamid. Donc, c'est un contexte qui est, de ce point de vue, extrêmement intéressant. Mais là, ce que je vous donne, c'est un petit passage de ses mémoires, c'est de son journal intime. Le 16 novembre 1880, il écrit ce qui suit en réaction à quelque chose qui leur est arrivé. Abdulhamid s'est emparé de l'une de leurs petites esclaves. Ils avaient deux esclaves, ils en avaient plein, mais ils avaient en particulier une mère et une fille qui étaient toutes deux esclaves, et encore une fois, la bonté des maîtres veut que la mère et la fille n'aient pas été séparées, n'est-ce pas? Donc, ce qui prouve, n'est-ce pas, que l'esclavage n'est pas si mal que ça après tout. Et Abdulhamid fait l'impensable, c'est-à-dire qu'il arrache la petite fille, elle doit avoir dans les 6-7 ans, à leur palais, et par conséquent à sa mère, et se l'approprie, et il l'emporte, enfin il l'a fait emporter dans son palais. Et cette réaction est intéressante parce qu'il se plaint du fait qu'il y a de l'inhumanité dans tout cela, comment séparer la mère de l'enfant, etc. Et ensuite, dit-il, hélas, plein de sarcasme, quel grand souverain, il parle d'Abdulhamid, selon quel article des Tanzimat établi par son père, Abdulhamid, comme le père de Salahaddin, Mourad, et le fils d'Abdulmejid. Et effectivement, nous l'avons vu, c'est tout au début du règne d'Abdulmejid que les Tanzimat sont promulgués. Confirmé par son oncle, alors là c'est Abdulaziz, le frère d'Abdulmejid, qui confirmera avec le décret de 1856
les clauses des Tanzimat, et son frère, Mourad V, est élargi par sa propre promulgation d'une constitution, puisque Abdulhamid a toléré une constitution pendant un an et demi à peu près. Est-il permis de confisquer des biens, et surtout des biens vivants? Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que 30 ans après la promulgation, non 40, après la promulgation des Tanzimat, la vision qu'en a un prince impérial est de quelque chose qui essentiellement protège les biens, pas les personnes, ou du moins qui n'a pas de problème, qui n'a pas d'incompatibilité avec le statut d'un esclave. Et que par conséquent, pour lui, les Tanzimat, c'est avant tout, un peu à l'anglaise, un document qui devrait protéger la propriété. Et par conséquent, cette petite esclave, ce n'est pas en tant qu'être humain, ce n'est pas en tant que petite fille qu'elle est considérée comme devant être protégée par les Tanzimat, c'est eux, en tant que possesseurs, propriétaires de cette petite fille, de cette petite esclave, qu'ils se sentent lésés par Abdulhamid, qui n'aurait pas respecté les principes fondateurs des Tanzimat. Tout ceci pour vous dire que toute la vision extrêmement positive des Tanzimat comme étant le début d'un État de droit, le début de l'égalité entre les sujets, doit être pris avec beaucoup de précaution, avec des pincettes, pour ne pas tomber dans une généralisation un peu trop facile de quelque chose qui reste quand même très limité dans sa portée juridique. Et c'est un peu comme cela que je vais essayer de vous décrire certains des succès des Tanzimat en vous rappelant à chaque fois que ce qui était avancé n'était vraiment soutenu que jusqu'à un certain point, et que souvent on tombait dans une sorte d'échec implicite qui n'était pas vraiment dit, puisque la forme l'emportait souvent sur le contenu. Alors, que se passe-t-il à partir de 1840, le début en quelque sorte des Tanzimat? Déjà en janvier 1840, un système d'administration est établi qui met en place des intendants qui auront la responsabilité des finances des provinces. On se souvient de ce que le problème de l'assiette fiscale était au centre des préoccupations des Tanzimat. Déjà en 1838, lorsque Mahmoud avait utilisé le terme de Tanzimat mulkiye, c'est-à-dire la réorganisation administrative, ce qu'il avait en tête, c'était de pouvoir centraliser, contrôler cet empire qui partait un peu dans tous les sens. C'est classique, si vous voulez. L'Empire ottoman, depuis le début, depuis le XVIe siècle, lorsqu'il atteint en quelque sorte son expansion territoriale maximale, essaye non pas vraiment de centraliser, car c'est impossible, mais en tout cas de maintenir l'image d'une centralisation, donner l'image de la capacité du palais, de la capacité du sultan, de la bureaucratie, d'imposer la loi aux provinces. Et nous savons que les limites de cette centralisation étaient extrêmement étroites. C'est-à-dire qu'une fois éloigné du centre d'Istanbul, c'était en gros une négociation permanente entre les forces locales, qu'elles soient vraiment locales, c'est-à-dire des notabilités locales qui montent en puissance et qui sont reconnues politiquement par le centre, ou alors des pachas, des gouverneurs qui sont envoyés par le centre, mais qui vite se découvrent des velléités d'autonomie et qui, par conséquent, financièrement,
politiquement, militairement, se taille une puissance locale qui peut mettre en question l'autorité du centre. C'est comme ça que l'Empire fonctionne, et d'ailleurs, il serait extrêmement naïf d'imaginer le contraire, c'est-à-dire d'imaginer, comme le fait l'historiographie turque de l'Empire ottoman contemporaine, mais surtout des décennies passées, imaginer que, oui, l'Empire ottoman, au fait de sa gloire, était un empire qui maintenait l'ordre et qui arrivait à contrôler toutes les provinces d'une main de fer. On en est bien loin, et on sait à quel point, déjà au XVIIIe siècle, la plupart des régions périphériques sont en fait autonomes. D'ailleurs, c'est ce qui sauve l'Empire, puisque la négociation, en gros, consiste à satisfaire le désir du centre d'être reconnu nominalement comme le souverain et les intentions de la périphérie d'avoir une liberté, même si c'est au prix de faire semblant de dépendre entièrement d'Istanbul. C'est un peu comme ça que les régences barbaresques fonctionnent, c'est comme ça que l'Empire maintient encore une présence de jure en Afrique du Nord, mais on sait que cette présence est extrêmement faible, et la preuve en est qu'en 1830, lorsque la France envahira l'Algérie, elle n'aura pas de difficulté à s'imposer et à imposer à la Sublime Porte ce nouvel état de fait. Et si une opposition, si une résistance s'organise en Algérie, on pense à Abdelkader, c'est une résistance locale. Ce n'est pas une résistance organisée par Istanbul, c'est une résistance locale qui mobilise les moyens du bord, qui aurait été tout à fait mobilisable contre les Ottomans, mais qui n'avait pas vraiment de raison d'être, puisque les Ottomans n'ont jamais été véritablement des envahisseurs. Ils n'en avaient pas les moyens. Ce n'est pas l'envie qui leur manquait, j'imagine, mais les moyens. Et par conséquent, c'est toute la différence entre un empire qui est un peu à la romaine, qui s'étend sur le pourtour méditerranéen, mais avec une présence minime d'une garnison de quelques représentants de l'autorité centrale, et les empires coloniaux qui naissent au XIXe siècle, qui, eux, vont manu militari envahir des territoires d'outre-mer et y installer non seulement une machine militaire, mais aussi une machine administrative, fiscale, extrêmement performante, ou du moins très performante pour l'époque, ainsi qu'une population de colons. C'est quelque chose de complètement différent, et on comprend que Abdelkader ait ressenti le besoin de s'insurger contre cette occupation qui est beaucoup plus présente, beaucoup plus concrète que contre la présence des Ottomans qui, elle, ne se faisait pas ressentir. Donc, au XIXe siècle, et sous Mahmoud déjà, l'objectif de l'Empire ottoman, c'est d'essayer d'emprunter cette nouvelle technologie militaire, fiscale, administrative à l'Occident pour essayer d'émuler, pour essayer de se constituer en empire moderne en établissant un contrôle beaucoup plus direct sur ces territoires. Il ne s'agit pas de faire de nouvelles conquêtes, loin de là, donc on est vraiment dans un autre monde que les empires coloniaux, mais ce que l'on possède déjà et que l'on sent être menacé par l'expansion coloniale occidentale, les Anglais et les Français en particulier, on essaye de les sauvegarder en établissant, en développant une machine militaire et administrative plus performante. Par conséquent, les Tanzimat, lorsqu'ils parlent de réorganiser la fiscalité, l'objectif premier, c'est justement de contrôler de manière plus directe les provinces. C'est pourquoi on veut se débarrasser des iltisams, des fermes, puisque les fermes, en général, sont l'outil premier par lequel les notabilités, les élites locales se taillent un pouvoir
politique qui est, par la force des choses, reconnue par le centre. En leur enlevant cette possibilité de traduire en quelque sorte, d'investir leur pouvoir social, leur présence locale en puissance politique, on essaye de remplacer ce système extrêmement flexible avec quelque chose de beaucoup plus performant qui serait régi par le centre. Mais le problème, c'est que, justement, ça ne marche pas. En 1840, on établit, du moins sur le papier, toutes ces intendances et les inspecteurs qui sont censés régler tout ça. Et en 1842, on revient à la ferme. C'est-à-dire qu'on a essuyé un échec, on n'a pas réussi à remplacer l'affermage par la régie. La régie, c'est ce qu'on appelle la fiscalité qui est gérée par le centre, donc par des fonctionnaires qui sont directement délégués, envoyés par le centre, et par conséquent, où vous ne perdez pas tout ce que dans la ferme vous perdez aux investisseurs qui achètent les fermes et vous rendent leur portion des impôts recueillis. Donc, en 1942, 2 ans après, les tanzimates rebroussent chemin. Les tanzimates font machine arrière et n'arrivent pas à confirmer ce désir qu'elles avaient d'établir un contrôle sur les provinces. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que même au début, l'application des tanzimates n'est que partielle, elle n'est que limitée à certaines provinces, les provinces les plus centrales. La plupart des provinces périphériques ne sont intégrées dans le système que beaucoup plus tard. Trébizonde, Trabzon, en 1847. Ce qu'on appelle le Kurdistan, donc Diyarbakir, Erzurum, en 1845. Et à chaque fois, au prix de révoltes locales qui s'insurgent contre les conditions des tanzimates, et ce n'est pas vraiment la population, mais plutôt les notabilités locales qui voient partir en fumée les avantages qu'elles possédaient jusque-là en matière de contrôle sur la population et sur l'économie locale. La Bosnie-Herzégovine ne sera intégrée qu'en 1850. Donc 11 ans après la promulgation, ce qui prouve à quel point le système a du mal à démarrer. On a des réformes qui sont problématiques, elles sont nécessaires. L'un des problèmes majeurs de l'Empire sous Mahmoud, c'est la monnaie. Le fait que la monnaie, depuis le XVIIIe siècle, est en chute libre, elle est constamment altérée. Et sous Mahmoud, en 1833, l'argent dans la monnaie ottomane ne représente que 17% de la masse. Ce qui veut dire que, en gros, c'est un alliage qui est essentiellement du cuivre, avec saupoudré un peu d'argent. Donc c'est une monnaie qui ne tient pas la route, c'est une monnaie complètement dévaluée, qui doit être remplacée par une monnaie forte. Or, cette monnaie forte, le système n'a pas les moyens de l'imposer. La première solution trouvée, c'est celle-ci, à droite, en 1840, des karaïmais. Karaïmais, ce qui veut dire un remplacement de quelque chose, ce sont des assignats. Vous connaissez probablement l'histoire des assignats sous la Révolution, c'est-à-dire un papier-monnaie qui est soi-disant établi sur la garantie, sur la base sécuritaire des propriétés ou de certaines richesses nationales. Dans le cas des assignats, c'était surtout les biens de l'Église, et qui ensuite sont distribués en guise de monnaie. Et les Ottomans font ça en 1840, et bien sûr, ce qui devait arriver arrive, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'impression, et ce n'est même pas l'impression, les premiers assignats sont manuscrits, au fur et à mesure que l'émission devient trop importante, le papier-monnaie
perd de sa valeur et, comme le dit la loi de Gresham, la mauvaise monnaie chasse la bonne, ce qui fait que le système est peu à peu noyé dans du papier qui est en train de perdre de la valeur tous les jours. Les Ottomans essaieront en 1844 d'établir une monnaie forte. Ça, c'est une réforme extrêmement importante, extrêmement solide, si vous voulez, puisqu'on va inventer un nouveau système monétaire. On passe d'un système extrêmement complexe et extrêmement divers à un système unique. Un système unique qui repose sur la livre, on invente la livre, et on s'inspire bien sûr de la livre anglaise, la livre qui est divisée en 100 piastres. Et on va commencer à produire de nouvelles pièces de monnaie bien crénelées, bien frappées, de très belles pièces d'or et d'argent afin de rétablir la solidité du système. Mais cela, on le fait alors que les assignats, le papier-monnaie est encore en circulation. Et par conséquent, on mine déjà la capacité de ce système à remplacer, à devenir l'étalon de la circulation. D'autant plus que les pièces décriées du sultan Mahmoud, celles qui n'avaient que 17% d'argent, elles circulent encore. Par conséquent, vous avez une situation chaotique où une partie est réformée, où vous voyez, vous pouvez vous vanter, et d'ailleurs la pièce à gauche n'est pas une pièce mais une médaille, c'est une médaille qui commémore l'établissement du système des Medjidieh, nommé après le sultan. Mais on commémore ça, mais en fait, le système ne profite pas vraiment de ce bienfait. Ensuite, en 1840, on établit un code pénal. Un code pénal, vous vous souviendrez qu'en 1938, il y avait déjà un code pénal pour les fonctionnaires, un autre pour les oulémas. On essaye de regrouper tout ça sous un code unique qui s'inspire en partie des codes européens. Et je vous lirai le premier article parce que ça vous rappellera bien sûr de bons souvenirs. Premier article. Sa Hautesse s'étant engagée à ne faire périr personne, ni secrètement, ni ouvertement, soit par le glaive, soit par le poison, soit par tout autre moyen, fût-ce même un individu coupable de trahison, de sédition ou meurtre, à moins que son crime ne fût examiné juridiquement, constaté d'une manière positive et jugé sans partialité, aucun fonctionnaire ni autre personne ne pourra attenter à la vie de son semblable. Si un vésir même fait mourir un berger, la loi du talion lui sera appliquée. Deuxième article, en un mot, dans cette question de meurtre, grands et petits seront égaux. Vous voyez, je crois que c'est assez caractéristique, vous voyez qu'il y a un désir de promouvoir une nouvelle vision de la loi qui s'inspire des normes occidentales, et pourtant, quand on les exprime, on est encore dans un récit traditionnel, on est encore dans quelque chose qui n'est pas aussi catégorique, aussi net qu'une loi moderne devrait l'être. Donc, on est entre deux eaux typiques des réformes des Tanzimat. Ensuite, on crée en 1840 le premier journal de langue turque après la Gazette officielle qui avait été fondée en 1831. C'est le Ceride Havadis qui littéralement veut dire le registre des événements. Et c'est une feuille de chou qui est publiée en turc, mais qui est dirigée par un certain William Churchill, un Britannique, un sujet britannique qui réside dans l'Empire ottoman et qui, jusque dans les années 1860, va diriger cette publication. Alors là aussi, la faiblesse accompagne l'innovation. L'innovation, elle est là, c'est quelque chose de nouveau, mais
cette feuille, cette nouvelle publication n'arrive pas à s'imposer dans un marché qui est dominé par des publications en langue française, ce qui vous donne une idée du lectorat. Le musulman moyen ne s'intéresse pas encore à cette innovation qu'est le journal. Et par conséquent, le journal de Smyrne, le Courrier d'Orient, vous avez 2 ou 3 titres qui circulent et qui se vendent plus ou moins bien depuis les années 1820, mais le Jalil-e Havadis, les 3 premiers numéros devront être distribués gratuitement afin de promouvoir cette nouvelle publication. Et ce n'est pas avant 1860, donc 20 ans plus tard, qu'on verra apparaître la seconde publication en langue turque avec la même périodicité, donc un journal, un quotidien. Donc cela vous montre bien qu'il y a une tendance à promouvoir la forme, la nouveauté, sans vraiment avoir la capacité ou sans vraiment voir le potentiel de remplir cette forme avec une pratique bien établie. En 40, on crée une administration des postes. En 1843-44, donc 4-5 ans après le décret des Tanzimat, on finit par s'occuper du problème de la conscription. Or, c'était un des problèmes majeurs des Tanzimat. Ce n'est qu'en 1944 qu'on arrive à établir un système qui est fondé sur le tirage au sort et qui limite le temps de service des appelés à 5 années plus 7 années de réserve. Donc c'est mieux qu'avant, mais surtout c'est de voir qu'un principe énoncé en 1939, il faut 4 ou 5 ans pour le voir prendre forme. En 1844, il y a finalement un recensement de la population qui établit à environ 35 millions la population de l'Empire. 35 millions, c'est la population de la France à la même époque. Et quand vous regardez, quand vous comparez la superficie de ces 2 États, vous comprenez à quel point l'Empire ottoman est à la fois alléchant parce qu'il est vierge, c'est un peu le Far West, c'est pour ça que les Anglais s'y intéressent tellement, mais c'est aussi un empire qui manque de main-d'œuvre, qui manque de cette mine humaine qu'il faudrait pour essayer de lancer les réformes. L'enseignement primaire est rendu obligatoire en 1845, mais il reste confiné au système extrêmement traditionnel des écoles coraniques. Il n'y a pas vraiment de contrôle de l'État et c'est par conséquent quelque chose qui reste en surface et qui ne permet pas vraiment de fournir à la population une véritable instruction élémentaire. En 1946, on fonde un conseil de l'instruction publique. On essaye en quelque sorte d'aller vers la constitution d'un ministère de l'instruction publique, mais ça reste en grande partie lettre morte, puisque dans les années 1850, en tout et pour tout, l'Empire ottoman ne compte qu'une dizaine d'écoles supérieures, toutes à Istanbul, dont la moitié est déjà monopolisée par la médecine et par l'armée, ce qui laisse pratiquement rien pour une véritable instruction en dehors de ces domaines extrêmement traditionnels dans lesquels le pouvoir s'exerce. En 1847, on publie le premier almanach ou l'annuaire de l'Empire ottoman, quelque chose qui existe depuis le XVIIIe siècle en Europe et qui reflète en quelque sorte non seulement le désir de publier, de diffuser cette vision d'un nouvel État moderne, mais qui en plus n'est possible que si cette modernité a pris la forme d'une véritable réorganisation. C'est une des réformes qui tiendront le plus longtemps, puisque à partir de cette année, chaque année, l'Empire va publier son petit opuscule, son petit almanach annuel, qui, vers la fin du siècle, va prendre des proportions très importantes. Mais ça reste une
une surface, ça reste des vœux pieux qui n'ont pas forcément de correspondance dans la réalité du système. Donc, toutes ces faiblesses nous font dire donc que le problème des Tanzimat, c'est ce déséquilibre entre des réformes qui sont annoncées un peu à la va-vite, un peu à la hâte, et dont la substance ne suit pas forcément. Je cite un passage d'une lettre du comte de Pontois, qui était ambassadeur à Constantinople en 1839 lors de la promulgation des Tanzimat. Juste après cela, voici ce qu'il dit. Les principes rationnels et équitables proclamés par le Hatt Sherif sont encore trop loin des idées, des habitudes et des besoins de l'Orient pour triompher d'abus aussi invétérés et qui conspirent à maintenir tant d'intérêts puissants. Peut-être, au reste, les auteurs de ce projet de réforme ne se font-ils pas trop d'illusions eux-mêmes sur sa chance de succès pratique et l'ont-ils rédigé moins pour la Turquie que pour l'Europe, où ils espèrent ainsi se concilier la faveur de l'opinion publique en contrebalançant la popularité dont jouit auprès d'elle la cause de Mehmed Ali. Donc, une vision un peu cynique, mais qui n'est pas entièrement fausse, c'est-à-dire que l'Empire ottoman est en train d'essayer de faire plaisir à l'Occident en se réformant selon des normes qui sont compatibles avec, du moins dans la forme, avec l'Occident, sans nécessairement avoir l'intention de les mener à bien. Et je crois que la personne qui est la plus intéressante à lire à cette époque-là pour sa clairvoyance, en quelque sorte, et je suis navré de devoir dire ça quand la personne que je vais citer est un monument de conservatisme, quelqu'un qu'on n'aimerait pas trop célébrer, je veux parler de Metternich. Metternich a des visions, des commentaires extrêmement incisifs au sujet des Tanzimat, qu'il transmet à l'ambassadeur ottoman à Vienne, Saadek Glefat Pacha, et que celui-ci ramène à Constantinople. En voici un. Deux choses à éviter, dit-il. Un, d'en faire trop, et deux, de ne pas en faire assez en matière de législation. C'est facile, me direz-vous, mais quand vous resituez ça dans le contexte des Tanzimat, il y a du vrai. De manière générale, dit-il, l'Empire ottoman ne devrait pas prendre les États européens comme modèle afin de respecter ses propres particularités historiques, religieuses et climatiques. Les emprunts sont possibles, mais à condition d'y mettre le temps voulu. Plutôt que de s'engager dans des voies nouvelles, la Sublime Porte devrait s'assurer de ce que celles des innovations qui ont pris racine sont poursuivies sérieusement. Des paroles sages. En novembre, juste après la promulgation des Tanzimat, voici ce qu'il dit. Un modèle européen ne conviendra pas à la nature des sujets de l'Empire. Il est donc essentiel que les bases de ce règlement soient rédigées dans l'Empire par des gens qui en connaissent les affaires administratives et financières et que celui-ci soit ensuite envoyé à Vienne pour consultation. Et enfin, un dernier commentaire, un commentaire direct à ce qui suit la promulgation des Tanzimat, encore une fois Metternich. C'est dans le choix de la direction qu'a suivi le sultan Mahmoud dans son système de réforme que ce souverain s'est souvent trompé, dit-il. La plus grande faute qu'il ait commise, selon moi, a été de s'attacher beaucoup plus à la forme qu'au fond des choses et d'avoir attribué à la forme la valeur qu'il aurait dû n'accorder réellement qu'au fond de son entreprise. Voilà, donc le problème de base, et je crois que je rejoins Metternich là-dedans, et c'est pourquoi l'exemple de l'archéologie, je pense, en fournira des indices extrêmement clairs. Le problème des Tanzimat, c'est qu'ils sont sans cesse ballottés entre le désir de dorer la pilule et d'épater les badauds étant le public, l'opinion publique et les diplomates occidentaux, et celui de ne pas
prendre de risques, c'est-à-dire de ne pas se lancer dans une aventure qui risquerait de faire chavirer un empire encore braque-ballant. Donc cet équilibre, cet acte d'équilibriste est quelque chose que les Ottomans vont, pendant des décennies, essayer de maintenir, mais avec des conséquences à long terme qui sont excessivement importantes, puisque, d'un certain point de vue, la faillite de l'Empire ottoman, on peut bien sûr la lier au fait que les puissances occidentales, l'impérialisme de la fin du XIXe siècle, rendaient impossible à l'Empire ottoman de survivre dans un environnement qui lui était de plus en plus hostile. Mais d'un autre côté, je pense que les Ottomans ont manqué l'occasion de vraiment s'investir dans des réformes qui auraient pu changer les choses plutôt que de maintenir un semblant de modernité dans les relations avec l'Occident. Encore une fois, un exemple typique, la modernité qui se conjugue avec des formes nouvelles, les médailles. Je vous avais dit que jusqu'à la fin du règne de Mahmoud, les médailles ne sont pas utilisées pour décorer des Ottomans, donc c'est quelque chose qui est bon pour l'Occident. Et avec Mejid, on commence à battre des médailles et à en distribuer aux soldats. Seulement, quand on regarde ce que représentent ces médailles, vous connaissez celles-ci, Acre et Syrie, Yémen, Kurdistan, Bosnie, les 4 médailles militaires du règne d'Abdülmejid ont toutes rapport avec des provinces de l'Empire. Ce qui veut dire, en gros, que les seules campagnes militaires sont des campagnes militaires dirigées contre des insurgés, contre des provinces de l'Empire qui ont pris les armes contre l'autorité centrale et qui sont combattues, et ensuite que l'on célèbre lorsqu'une victoire vient couronner ce désir de mater les insurrections. C'est quelque chose d'extrêmement paradoxal, si vous voulez, puisque à cette époque-là, lorsque vous regardez les médailles militaires, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient britanniques, elles sont toutes couvertes de noms de batailles qui ont lieu en dehors de ces pays, généralement en Afrique, en Asie, c'est-à-dire dans ce phénomène d'expansion coloniale. Un événement très marquant, du moins architecturalement, c'est la construction en 1847-48 de cet énorme bâtiment néoclassique juste derrière Sainte-Sophie. Voilà Sainte-Sophie, voilà la mosquée bleue, celle qu'on appelle bleue, la mosquée de Sultan Ahmed. Donc ça vous donne un peu une idée de ce que représente ce bâtiment. Un bâtiment tout à fait insipide, c'est quelque chose qui n'a pas sa place vraiment dans le contexte urbain de la ville historique. Mais qu'est-ce que ce bâtiment? C'est une université. C'est l'université ottomane qui est bâtie par les frères Fossati, ceux qui vont entreprendre la restauration de la mosquée de Sainte-Sophie, la mosquée, l'ancienne église, mosquée de Sainte-Sophie. Mais le problème, c'est que ce bâtiment restera inoccupé jusque dans les années 1860. L'université ne verra jamais le jour, et ce n'est qu'en 1863 qu'une première tentative sera faite, et l'université ouvrira ses portes pour une année, avant de refermer à nouveau. Donc, encore une fois, vous voyez les dimensions, la taille de l'investissement, et à l'intérieur de ce bâtiment, ce qui était envisagé ne verra tout simplement pas le jour. Donc, pour vous donner, encore une fois, dans le registre des médailles et des décorations, la manière dont les Ottomans fonctionnent est à la fois géniale et extrêmement stérile. Géniale parce qu'il y a de la créativité dans le désir d'imiter, elle est stérile parce qu'elle ne va pas au-delà de l'imitation. Voici l'ordre du Mejidi
C'est le grand ordre qui sera fondé en 1851 pour, en quelque sorte, mettre l'Empire ottoman sur un pied d'égalité avec les grandes nations qui ont leurs grandes décorations. Je pense à la Légion d'honneur pour la France, le KCMG, l'ordre de Michael et George pour la Grande-Bretagne. Le voici donc. Et quand vous voyez la manière dont il est conçu, on comprend que c'est une traduction du modèle occidental. C'est-à-dire que si vous regardez la croix et la plaque, on appelle ça la croix, c'est ce qui pend au cou, et ça c'est la plaque sur la poitrine, n'est-ce pas, sur le poitrail. Quand vous regardez la plaque et la croix de l'ordre de Saint-Georges et Saint-Michel et Saint-Georges, un des grands ordres anglais, vous voyez comment fonctionne la logique de la création d'un ordre ottoman. C'est-à-dire que vous prenez le modèle, mais vous en retirez ce qui est incompatible avec vous. Qu'est-ce qui est incompatible? Les images, en plus, s'il s'agit d'un ange ailé, etc., bien sûr, et tout ce qui est croix. Qu'elle soit à 6 branches, à 5 branches, tout cela disparaît. Et qu'est-ce que vous faites? Vous remplacez cela tout simplement par un autre symbole, l'étoile. La croix est traduite en étoile, vous remplacez les images par le chiffre impérial, la Toura, et vous avez quelque chose qui, de loin, iconographiquement, matériellement, correspond tout à fait à la logique d'une décoration, mais vous l'avez adapté à vos besoins. Ça, c'est génial. Mais ce qui l'est moins, ce qui est beaucoup plus stérile, c'est que la plupart de ces réformes vont en gros se conjuguer avec ce même exercice de transposer une institution ou une image, un objet qui se trouve en Occident et essayer de le traduire. Et qui dit traduire, dit trahir, le traduire dans votre propre lexique, dans votre propre rhétorique. Et c'est un peu comme ça que l'archéologie va voir le jour dans l'Empire ottoman. Je vous avais dit l'un des moments forts en 1847, lorsque Fossati est en train de construire l'université impériale, il est aussi en train de restaurer Sainte-Sophie. Notez bien que ce qu'il restaure, c'est une mosquée. C'est une mosquée impériale, c'est-à-dire qu'il fait un travail impérial pour le sultan, mais en le faisant, il est conscient d'œuvrer sur un bâtiment qui a un passé prestigieux et un passé qui mérite d'être étudié, notamment avec les fresques, pour ceux qui connaissent Sainte-Sophie. Donc c'est un moment très intéressant où les Ottomans, tout en s'engageant dans la voie de quelque chose d'extrêmement traditionnel, réparer un bâtiment qui est utilisé en tant que faisant partie de la tradition islamique, en même temps, ils sont en train d'ouvrir la voie à la restauration d'un bâtiment historique, d'un monument. D'ailleurs, les frères Fossati vont publier immédiatement un album qui sera parrainé par le sultan lui-même avec ce genre de gravures et aussi des représentations des mosaïques et des fresques qui ont été mises à nu par le travail de restauration. Elles seront à nouveau recouvertes, c'est-à-dire que le bâtiment retournera à sa fonction islamique, mais au moins il y aura eu cet interlude de reconnaissance de ce palimpseste historique constitué par les décorations du bâtiment. Et les Ottomans, encore une fois, seront très fiers de ce fait, au point de frapper, encore une fois, une médaille commémorative de la restauration de Sainte-Sophie avec une référence à Fossati
Restaurit, donc restauré par Fossati, et Robertson Sculpsit, puisque Robertson était le graveur de la monnaie. Mais c'est donc une reconnaissance en quelque sorte que là, c'est quelque chose qui sert aussi à redorer le blason de l'Empire ottoman en ce qui concerne les arts et la perception de l'histoire. D'ailleurs, il y a une touche assez marquante, assez intéressante que Fossati a rajoutée à la restauration de Sainte-Sophie, c'est d'y mettre une toura, le chiffre impérial, la signature, si vous voulez, de l'Abdul-Méjid, mais en mosaïque, et faisant vis-à-vis avec des mosaïques byzantines, ce qui est une manière, en quelque sorte, de saluer la continuité entre les empereurs byzantins, entre les bâtisseurs de Sainte-Sophie et ce sultan de Constantinople qui revendique en quelque sorte la continuité, la préservation de cet héritage. Mais pour ce qui est de l'archéologie proprement dite, vous savez probablement que depuis le XVIIIe siècle, les Ottomans sont confrontés à cet appétit grandissant des antiquaires, des chasseurs de statues et de monuments, ces curieux, ces diplomates, ces aventuriers, notamment Lord Elgin, que l'on voit ici, du moins ce sont ces hommes qui sont en train d'enlever au Parthénon ces métopes, les frises qui trouveront leur place finalement au British Museum. Nous savons aussi, puisqu'on est en France, que la Vénus de Milo, qui est comparée aux frises du Parthénon, bien sûr une œuvre bien secondaire, mais quand même qui a été promue au statut d'une œuvre fondatrice, d'une merveille de l'art grec, avant que l'on découvre qu'elle n'était qu'hellénistique. Elle a été promue par la royauté, par la monarchie française, au statut d'un objet extraordinaire. Voici d'ailleurs un document ottoman en grec et en turc, bilingue, très intéressant, qui concerne le droit à l'enlèvement de cette statue. Mais ce que ces entreprises ont en commun, c'est qu'il s'agit de picorage, c'est-à-dire qu'on va choisir les objets les plus beaux, ce qui peut être exposé. Donc on ne fait pas de l'archéologie, on n'essaye pas de découvrir le contexte d'un site, on se contente de picorer, de prendre, d'écrémer en quelque sorte un site, sans aucun respect pour l'intégrité du site, bien sûr, uniquement pour choisir les belles choses, celles qui font plaisir, celles qui feront bien dans une collection privée ou nationale. Mais dans les années 40, justement, au moment où les Ottomans sont en train de se lancer dans cette aventure de modernité, les archéologues occidentaux, pas vraiment des archéologues, ce sont encore des aventuriers, des diplomates, etc., mais ils ont changé de registre. C'est-à-dire que au lieu de picorer, ils vont plus en profondeur et se lancent dans de véritables fouilles qui, tout en étant extrêmement destructrices, souvent, vont quand même faire apparaître un site dans sa totalité et comprendre par conséquent que les objets ne sont pas simplement de belles choses posées dans un contexte que l'on ignore, mais qu'elles en font partie, même si ces objets sont enlevés. Je veux parler des fouilles de Xanthos, d'Halicarnasse, Bodrum, de Khorsabad, c'est Paul-Émile Botta, ou de Ninive par Léard. Ce sont de gros chantiers de fouilles qui font impression sur les Ottomans. Et les Ottomans vont se retrouver tout d'un coup face à une nouvelle dimension de l'archéologie. Ça n'est plus simplement « me permettez-vous d'enlever ce… » C'est une entreprise qui utilise la main-d'œuvre locale, qui mobilise l'attention des gouverneurs locaux. Ça devient extrêmement visible, ça devient un phénomène auquel on ne peut plus échapper. Jusque-là, dans les années 1820, vous vous souviendrez que l'année dernière, je vous avais parlé de l'impact du philhellénisme et notamment de la découverte de cette passion que les Occidentaux et les Grecs
avaient pour Athènes comme symbole de la nouvelle nation qu'ils essayaient de créer. Ça avait été un premier choc, une première douche froide pour les Ottomans, en voyant que l'archéologie, ça n'était pas simplement de vieilles pierres, qu'il y avait un sens derrière. En 1840 vient s'ajouter une autre dimension, celle de cette visibilité des fouilles avec des pierres qui s'en vont par milliers et qui sont destinées à des musées. Le terme musée commence à apparaître et là, par exemple, ce qui va, dans le contexte ottoman, créer, amorcer la naissance du premier musée en 1846, c'est l'action des Britanniques. Voici un document, alors ce n'est pas très bien illustré, mais c'est une liste de shopping, si vous voulez, une liste des 11 panneaux de fresques que l'ambassadeur anglais Stratford Canning réclame à l'Empire et qui sont en ce moment logés dans les fortifications du château de Bodrum, à Halikarnasse. Vous savez peut-être que la destruction du mausolée, le célèbre mausolée, a causé la perte, en quelque sorte, de la plupart des objets qui en faisaient partie, mais les croisés au XIIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, ont récupéré des panneaux entiers, notamment de l'amazonomachie du mausolée, pour les insérer dans la décoration, en quelque sorte, des murailles du château du Fort Saint-Jean, du fort de Bodrum. Les Anglais, Newton, les identifient et les demande aux Ottomans. Et bien sûr, c'est la diplomatie, c'est l'ambassadeur qui fait cette demande. Et les Ottomans sont toujours plus ou moins obligés de répondre par l'affirmative à ces demandes. Dans le cas de Bodrum, ce qui les gêne le plus, c'est non pas qu'il s'agisse de perdre une partie du patrimoine, mais simplement qu'il s'agit d'une citadelle, d'une construction militaire qu'ils utilisent encore en tant que forteresse et que par conséquent, ils ne veulent pas laisser des Anglais se promener dans l'enceinte ou autour d'un château qu'ils utilisent encore pour, soi-disant, des raisons défensives. Ils obtiennent quand même gain de cause, enfin les Anglais, et ces 12 morceaux sont donc retirés et ils sont aujourd'hui au British Museum. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui amorce le déclic en quelque sorte qui va mener à la création du musée impérial ottoman. Voici ce que dit à la fin d'un document du 31 décembre 1945. L'affaire ayant été discutée avec leurs excellences et ministres du Conseil privé, il nous a paru que certains avantages pourraient être obtenus de l'établissement, sous l'égide glorieuse du sultan, un endroit que l'on nomme musée en turc, n'est-ce pas, où de telles pierres antiques découvertes à travers les domaines impériaux seraient placées et regroupées, et que même si de telles demandes devaient avoir lieu alors, il serait aisé de les rejeter. Donc une vision extrêmement pragmatique. Ils nous enquiquinent avec leurs demandes de vieilles pierres. On va leur damer leur pion en faisant ce qu'ils font, c'est-à-dire en établissant un musée et par conséquent en revendiquant notre droit le plus naturel à constituer nos propres collections avec les objets qu'ils demandent. Et par conséquent, on pourra leur dire non. Et effectivement, c'est un peu ce que l'on voit dans la presse, mais dans un contexte très différent. En Mésopotamie, M. Layard avait fait faire dans les environs de Mossoul des fouilles archéologiques, c'est donc Ninive, et le pacha et les ayant défendus, on avait été obligé d'en appeler à Constantinople. S'il faut en croire une autre correspondance du même journal, on aurait répondu que dorénavant, le gouvernement turc ne permettra plus aux étrangers de faire des fouilles, vu que le sultan aurait l'intention d'en faire ordonner pour son propre compte et de créer un musée d'antiques. Donc, c'est dans l'air, et effectivement, un document de février 1846 finalise en quelque sorte ce processus de réflexion, et voici ce qu'il y est dit. Ainsi qu'il a été exposé à votre Excellence,
Étant donné que dans tous les États de l'Europe, pour des raisons bien connues, ça j'adore, quelles sont ces raisons bien connues? Cette rhétorique, ce jargon de l'évidence. Les antiques, et comme les antiques, on ne sait pas de quoi il s'agit, on explique. C'est-à-dire les objets anciens consistant en des images solides. C'est une traduction que j'ai eu beaucoup de difficultés à faire, puisqu'il parle de tessavir et mujesseme. Tessavir, c'est le pluriel d'image. Mujessem, c'est quelque chose qui a une forme. En fait, il veut dire statue. Le terme n'existe pas. Le terme n'existe pas pour statue, donc on parle en quelque sorte d'images en 3 dimensions, d'images en plusieurs dimensions, d'images solides, et en d'autres représentations sont fort appréciées et estimées. Un endroit particulier que l'on nomme musée leur a été attribué au prix de grands efforts. Comme il existe déjà quelques objets antiques dans le dépôt militaire se trouvant près de la Monnaie, et il s'agit de Saint-Irène, le bâtiment que je vous ai montré au début de ma présentation, l'emplacement à l'arrière du dit dépôt, il s'agit de l'atrium, sera organisé et préparé de manière à servir de musée en y plaçant les objets qui s'y trouvent déjà. Et dorénavant, toute antiquité découverte sera amenée et y sera placée. Voilà, tout d'un coup, en 2 mois, en 1 mois et demi, on a fisté l'affaire. C'est-à-dire que, exaspéré par les demandes successives de Stratford Canning, on commence à dire, bon, ça commence à bien faire, on va arrêter ceci en tout simplement faisant la même chose qu'eux, et on va imiter le système européen, même si on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'on va reprendre, on ne va jamais inventer, et en turc aujourd'hui encore, on dit musée. On dit musée parce qu'on n'a jamais inventé un terme pour cela. Ce qui diffère dans le cas des Arabes, qui eux disent matraf. Et matraf, c'est une collection d'objets intéressants, etc. Ça a un sens. Tandis que musée, en turc, n'a pas de sens. Donc, c'est un tel emprunt que ça reste en surface. Et pourtant, on l'établit, ce musée. Et d'ailleurs, cette gravure des années 1860-70, une gravure grecque par un certain Galanakis, parle du Naos, le temple de Sainte-Irène, qu'il appelle Oplothiki, c'est-à-dire arsenal, qu'est muséon, et musée. Car en effet, il s'y trouve déjà des armes anciennes, il s'y trouve tout un arsenal, et c'est parce qu'il y a cet arsenal d'armes et d'armures anciennes que les Ottomans se disent, bon, ben, c'est exactement l'endroit qu'il nous faut pour établir notre musée, sauf qu'ils conservent la nef pour les armes, et pour cause, puisque c'est quelque chose qui intéresse beaucoup plus les visiteurs occidentaux que les vieilles pierres qu'ils vont mettre dans l'atrium. Car il ne faut pas oublier que l'orientalisme est très fort, c'est-à-dire que les voyageurs occidentaux, lorsqu'ils vont à Constantinople, ce qu'ils veulent voir, c'est des mosquées, c'est des tapis, c'est ce que le Français moyen veut voir à Istanbul aujourd'hui, c'est-à-dire le grand bazar sous toutes ses formes, et par conséquent, lorsqu'ils sont confrontés à ce nouveau musée qui est à moitié ouvert, mais dont une partie comprend des armes médiévales, des reliques du troisième coude de Saint-Jean, des bannières, des croisés, etc. Ça fascine. Lisez Gautier, lisez Nerval, ils parlent tous, dans les années 40-50, ils parlent tous de cette visite à l'Arsenal, qu'ils appellent un musée. Et personne ne parle des 4 ou 5 sarcophages, des statues qui sont reléguées à l'arrière de ce bâtiment et qui vont croupir dans cet environnement pendant des décennies entières, car le musée ne verra jamais vraiment le jour. C'est-à-dire que le musée, il fait partie, un peu comme cette université, d'une sorte de cahier des charges de la modernité. Avons-nous un musée? Oui, check. Et une fois qu'on l'a,
qu'est-ce qu'on en fait? Et le problème étant, encore une fois, j'ai tendance à mettre la responsabilité sur l'épaule des Ottomans, mais c'est pareil du côté occidental. C'est-à-dire que l'orientalisme occidental et surtout la manière dont les Occidentaux systématiquement dénigrent tout effort fait par les Ottomans dans cette course vers la modernité, on finit par se retrouver dans un dialogue de sourds où les Ottomans ne jurent que par la modernité et les Occidentaux regrettent la disparition d'un Orient qui leur était bien sympathique et qu'ils ne voient plus avec la modernisation de l'Empire. Pour cela, je citerai, si vous en avez l'occasion, ça se trouve facilement sur Internet, vous avez un auteur qui est, à mon avis, fascinant, un certain Dobignosc, un ancien grognard, qui a été au service de l'Empire dans les années 1830 sous Mahmoud et qui a tout un chapitre consacré au costume où il dit en gros ces beaux Ottomans qui cachaient leur difformité, parce qu'il faut qu'ils soient difformes, n'est-ce pas, mais qui cachaient si bien leur difformité sous les belles couleurs de leurs costumes de janissaires, etc., maintenant, ils sont obligés de s'habiller à la franque et, par conséquent, de ressembler, il le dit carrément, à des singes costumés. Il a tout un chapitre aussi consacré aux grandes moustaches, parce qu'il regrette aussi de voir les moustaches à la turque disparaître pour être remplacées par moins de pilosité ou par des moustaches plus civilisées, entre guillemets. Donc il y a là toute l'ironie, si vous voulez, de ce quiproquo, de ce dialogue de sourds entre la modernité du côté ottoman et l'orientalisme du côté occidental, c'est-à-dire cette incapacité d'accepter le changement chez l'un parce que l'orientalisme veut que les orientaux ne puissent pas changer, et les Ottomans de leur côté sont tellement, il y a un tel engouement pour la chose occidentale, pour la chose moderne, que une grande partie des innovations, des modernités qui sont adaptées pendant cette période le sont très hâtivement, à la va-vite, sans vraiment penser au fond de la question. J'ai encore quelques commentaires concernant l'archéologie que je laisserai pour la semaine prochaine, avant de passer à la question d'empire, nation et égalité, c'est-à-dire le problème qui va nous mener tout droit aux années 1850 et à la fin de cette première moitié des Tanzimat. Je vous remercie, excusez-moi pour les 5 minutes à la semaine prochaine.